Et salut à tous, c'est Aposkis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite review de DBS. Alors ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de review, j'avais pas fait de review sur l'épisode précédent, c'est-à-dire 122 si je ne m'abuse. Donc j'avais un petit problème de connexion et je voulais vous faire un petit format, je voulais essayer quelque chose de nouveau dans un nouveau format les reviews. Du coup ça m'a pris un petit peu plus de temps. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous faire la review 122 et 123. Alors, comme la majorité des gens auront déjà vu l'épisode, on va en parler vite fait, on va faire quelques petites théories sur la suite des événements comme d'habitude. Alors, ce qui s'est passé dans l'épisode 122, on commence avec... il reste que l'univers 11 et l'univers 7, donc l'univers de Jiren, Dispo, Topo et l'univers de Sangoku et compagnie. Et le prêtre, vu que tout le monde dans les gradins était un peu séparé, il décide tout simplement de rassembler tout le monde, faire des gradins beaucoup plus petits, ce qui fait quelques confrontations. Vous avez tous les univers et les Akeishin et tout qui sont juste à côté. C'est assez cocasse comme situation et ça permet des petits dialogues entre les personnages assez intéressants. On a ensuite une petite image de l'équipe de l'univers 7 où vous voyez tout le monde face à face aux ennemis et vous voyez toujours Freezer un peu en retrait de tourner qui soit de tourner face à l'ennemi. Pour moi c'est deux choses, c'est assez significatif comme placement. De une, il les considère pas encore pour l'instant et il s'en fiche un peu s'il a toujours pas mis son plan à exécution. Et de deux, à mon avis, voir tout l'univers 7 face aux ennemis et lui retourner, c'est forcément qui va leur mettre un peu à l'envers à un moment donné. C'est subtil comme petit placement, mais pour moi quand je le vois, je le ressens un peu comme ça. Et vous avez en face, bien sûr, Jiren, Topo et Dispo, qui sont juste à côté. Avec, pareil, dans le placement d'image, moi ce qui m'interpelle là, c'est que vous avez Dispo et Jiren d'un côté, vous avez Topo qui est vraiment au centre. Et généralement, comme on a vu par exemple dans l'épisode, dans l'image juste avant avec Sangoku et l'univers 7, Sangoku est au centre. C'est un peu comme si c'était l'homme à abattre, et là vous avez Dispo qui est au centre. Alors, est-ce qu'ils ont fait ça parce que Dispo est un peu plus massif et que c'était plus simple de mettre Jiren et Dispo de chaque côté pour faire une bonne harmonie, ou est-ce que Topo va nous réserver quelques surprises et ce sera lui finalement l'homme à abattre à la fin? Ça réveille quelques petites questions, mais pour moi rien n'est jamais fait vraiment au hasard et je trouve que le placement des personnages est vachement important et ça parle. Et du coup, vous avez directement un petit combat qui se lance avec Goku et Jiren, où enfin, on a des dialogues entre Jiren et Son Goku. Jiren qui demande à Son Goku pourquoi il veut devenir le plus fort. Et, euh, et je pense que petit à petit, ça va développer ce côté-là de Jiren, d'en apprendre un peu plus sur lui. Et Jiren, enfin Sangoku qui rétorque qu'il veut être le plus fort pour être le plus fort, quoi. Il aime se battre et ça a toujours été comme ça. Et Jiren, lui, qui dit je cherche ce qui se cache derrière la force. C'est-à-dire qu'il essaye d'éveiller quelque chose d'encore plus fort et pour toujours repousser ses limites. Ce qui nous apprend encore un petit quelque chose sur Jiren, même si c'est encore relativement timide. On en apprend un petit peu plus à chaque fois. Ce combat, vite expédié entre guillemets, parce qu'il y avait un temps mort. Et enfin, un temps mort. Jiren est parti d'un côté, Sangoku de l'autre. Et là, vous avez directement Vegeta qui réplique et qui veut se frotter lui également à Jiren. Et qui commence un petit combat qui va se solder par un échec cuisant de Vegeta. Après, il y en a qui se posent la question, oui, mais comment ça se fait que là, Sangoku tenait tête un peu à Jiren et que Vegeta aussi, il arrive à placer des coups. C'est que Jiren, il est clairement pas au même stade que quand il s'est battu contre Sangoku Ultra Instinct. Là, il jauge un peu ses adversaires et il monte le niveau crescendo. Et là, vous avez Vegeta qui se fait un peu expulser et Sangoku qui reprend le combat contre Jiren.
et Vegeta qui analyse les coups que Son Goku se mange pas mal de coups. Et Vegeta qui analyse comment Jiren lance ses coups et qui arrive enfin à voir comment il arrive à les placer. Ça fait un peu penser au Chevalier de Zodiac, vous avez des météores de Pégase en face, quoi. C'est un peu le même délire. Là, Vegeta essaie d'interférer, il se refait jacter. Et vous avez toujours un mini combat entre Sangoku et Jiren. Pour l'instant, Jiren il calcule pas vraiment Vegeta. Il est focalisé sur Sangoku parce que Jiren il va se battre que quand il estime que la personne a une importance ou je pense que lui aussi, comme il veut trouver ce qu'il y a derrière la force, il va se concentrer vraiment sur les adversaires qui peuvent le pousser à aller plus loin et dévoiler vraiment tout son potentiel. Et là, vous avez Vegeta qui revient à la charge. Et Jiren qui essaye de refaire le coup des points multiples là, sur Vegeta. Et le fait qu'il avait analysé avant la situation, Vegeta arrive à l'esquiver. Vegeta arrive à l'esquiver et le toucher. Et là, on voit que l'attitude de Jiren change légèrement. Il a pas mal, le coup lui fait pas mal en soi. Mais le fait que Vegeta arrive à le toucher, ça le tilt. Comment il a pu faire en fait? Je l'ai sous-estimé, mais il a quand même réussi à me toucher. Du coup, on a le droit après à un petit échange pardon, entre Vegeta et Jiren, un petit échange de coups, où vous voyez un Vegeta qui arrive à mettre quelques coups à Jiren. Et Whis dans le public qui dit que Vegeta essaie d'analyser et de parer certaines attaques parce que lui aussi il aimerait réveiller l'Ultra Instinct, qui cherche à atteindre ce niveau. Et Vegeta qui s'énerve un peu contre Jiren en disant là je le vois, tu te bats pas au maximum de ton potentiel, tu étais beaucoup plus fort et beaucoup plus rapide contre Sangoku. Donc pour lui là c'est voilà ce que je vous disais, Jiren il est en réserve un peu et il augmente progressivement son pouvoir. Et du coup là vous voyez Jiren qui commence à s'énerver un peu et qui envoie valser Vegeta avec une grosse boule d'énergie. Où Vegeta commence à se faire traîner sur le sol et à se faire sortir. Ça rappelait un peu quand Jiren avait fait la même avec Sangoku et que par la suite Sangoku avait développé l'Ultra Instinct. À ce moment-là de l'épisode, on se dit si Vegeta doit éveiller l'Ultra Instinct, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Et du coup, on nous fait cette petite animation. En parallèle, on voit le petit combat de Freezer contre Dispo, où Dispo utilise sa vitesse pour essayer de vaincre Freezer. Et avec sa vitesse, il ferait plein de reflets à lui pour essayer de distraire l'attention de Freezer. Et Freezer qui se moque de lui en disant c'est pas avec des techniques comme ça que tu vas me battre, quoi. Et Dispo qui voulait attaquer Freezer par derrière se fait prendre par la queue de Freezer. Qui pour le coup va se retourner contre lui. Dispo étant vraiment plus rapide que Freezer, Dispo saisit la queue de Freezer et Freezer va passer un mauvais quart d'heure. Un mauvais quart d'heure et Dispo s'en amuse. De l'autre côté, vous avez un petit combat qui commence à se dérouler entre Toppo, Sangohan et C17. Où vous voyez que Sangohan balance un énorme Kamehameha à Toppo et qui s'en sort sans aucune égratignure. Jusque-là sans surprise. Jusque-là sans surprise, ils allaient pas faire sortir Toppo comme ça. C'est un vieux de la vieille, on va se calmer, il va pas sortir sur un seul Kamehameha. C'est juste pas possible. Et là, vous avez toujours ces petites conversations dans les tribunes entre l'univers 7 et l'univers 11. Et ça charrie un peu. On voit que l'univers 7, ils sont confiants, ils aiment bien charrier leurs adversaires, mais par moments, ils ont des petits coups de flip. C'est, ils ont l'air d'être sur d'eux, mais par moments, ils se disent sur un malentendu, il y a moyen. Il y a moyen. Et là, on retourne sur le combat de Vegeta et Jiren, qui va être le combat principal de cet épisode, enfin des deux épisodes même. Et
Jiren qui dit à Vegeta que ses coups sont arrogants et c'est pour ça qu'il ne le battra jamais. Euh, oui, les coups de Vegeta sont arrogants, faut pas oublier que Vegeta c'est un prince. C'est le prince des Saiyans. Il a toujours été en concurrence avec Sangoku. Et Vegeta a toujours eu ce côté beaucoup plus arrogant, beaucoup plus et à essayer d'être sûr de lui et voilà, une fois qu'on touche un peu à sa fierté, c'est jamais très très bon. C'est un peu un point fort comme un point faible. Et là, Vegeta réalise, moi je le ressens comme ça, qu'il va pas réussir à atteindre l'Ultra Instinct. Il va pas réussir à l'atteindre et, euh, et il va essayer de développer un pouvoir à sa manière. S'ensuit un final flash de Vegeta contre Jiren. Vegeta qui essaye d'exploser son énergie et de faire un final flash digne de ce nom. Et Jiren, tout comme le Genkidama de Sangoku, Jiren accepte le final flash. Il accepte dans le sens où il veut être défié à ça, il veut se confronter à ça, il veut voir si vraiment ça en valait la peine et si même lui pour voir si ça ébranle sa limite ou pas. Et je trouve ça intéressant qu'il l'accepte comme ça sans rechigner. Du coup, juste après ce final flash, on voit une partie du corps de Jiren par terre et on se dit quoi? Le final flash de Vegeta a explosé Jiren? Eh ben, Jiren, t'aurais peut-être dû prendre ça au sérieux. Et là, grossière erreur de Vegeta. Grossière erreur qu'on a déjà retrouvé pas mal de fois dans l'animé. C'est sa confiance en lui, surconfiance même, je dirais, de Vegeta. Surconfiance où là, il s'est dit, j'ai réussi à le battre, il m'a pas pris au sérieux, c'est moi le plus fort. Et il avait fait la même erreur contre Cell, pour ceux qui ont vu DBZ. Et, euh, et là, en moins de temps qu'il fallait pour le dire, il avait Jiren devant lui avec une boule d'énergie déjà prête. Et on voit que Jiren n'a pas du tout été ébranlé par son attaque. Il l'a accepté, il l'a pris, il a même pas cherché à le renvoyer ou quoi que ce soit. Ça lui a rien fait. Et là s'ensuit la boule d'énergie qui explose sur Vegeta, qui rappelle un peu, moi je le vois comme ça, une boule d'énergie des dieux de la destruction. Pas forcément dans la même couleur, mais dans l'animation, la façon que c'est fait, la façon que ça emprisonne, ça rappelle un peu quand je sais plus quel univers avait envoyé un espion sur Terre et avait envoyé la boule d'énergie contre Freezer et Sangoku. Ça me rappelle un peu ça. Ça rappelle vraiment une boule de destruction des dieux de la destruction. S'ensuit un Vegeta qui est quasiment inconscient sur le sol, qui a vraiment du mal et en grande difficulté. Et on se dit à ce moment-là pareil, si il y avait un moment pour éveiller l'Ultra Instinct, ça aurait été soit avant, soit là. Mais ça n'a pas été fait et que Vegeta va sûrement prendre une voie différente de celle de Sangoku. Ils ont toujours été un peu au coude à coude à se rattraper en termes de transformation. Et je pense que là, ça arrive au moment où chacun va prendre un peu sa voie. Chacun va prendre un peu sa voie. Après, j'ai quelques petites théories là-dessus que je vous partagerai dans une prochaine vidéo qui sera une review sur un épisode de DBZ. On peut trouver ça bizarre, mais l'épisode de DBZ, la fin de DBZ, est censé être dans l'ordre chronologique après ce tournoi. Après ce tournoi, donc, il y a certaines phrases, certaines cohérences qu'il y a eu après DBZ qui nous fait comprendre que là, on en arrive au stade où Sangoku et Vegeta va prendre un chemin différent. Donc ça, c'était le petit résumé de l'épisode 122. On va arriver sur l'épisode 123. L'épisode 123 qui est en termes d'animation, pas folichon. Pas folichon. On a eu un épisode 122 qui était vraiment super bien dessiné, super bien fait. Et on arrive sur un épisode 123 avec une animation un peu moindre. Un peu moindre. Euh,
Mais voilà, ça passe, on a déjà eu pire. Mais sur cet épisode 123, je vois beaucoup d'incohérences. Enfin, on va pas appeler ça de l'incohérence, mais il y a certains choix qui ont été faits que j'ai pas forcément compris. Et je vais vous l'expliquer. Donc voilà, l'épisode 123 commence avec Jiren qui dit à Vegeta, guerrier, reste seul, dors, te relève pas. C'est bon. Hein. Et le fait que Jiren appelle déjà Vegeta guerrier, c'est un peu comme quand Beerus a demandé son nom à Kairoshi, à Tortue Géniale, en disant, en faisant comprendre que voilà, il le reconnaissait en tant que guerrier. Là, c'est pareil, Jiren qui dit guerrier, ne te relève pas. Et on a une petite image de Zeno qui est assez sympathique. Zeno même se met à imiter Jiren, parce que c'est vrai que la scène en elle-même est assez badass. Jiren de tourner à Vegeta qui lui parle, non, ne te relève pas, t'as clairement pas le niveau, je suis encore le boss du game pour le moment, arrête. Si tu continues, tu vas mourir. Et on a un petit passage sur le combat du coup de Freezer et Dispo, où on voit que Freezer a pas du tout été ébranlé par les attaques de Dispo et qui se demande si c'est ça le pouvoir des troopers qui est les guerriers de l'univers 11, les super-héros. Et on voit qu'il a pas du tout été ébranlé alors qu'il est encore en Freezer normal, on va dire. Hein. Il est pas en Golden Freezer, il n'a même pas cherché à riposter, il est pas... Là, Freezer, il est serein. Hein. Il est clairement au-dessus de Dispo. Pour moi, Freezer est clairement au-dessus de Dispo. Certes, la vitesse de Dispo peut lui jouer des tours, mais il est clairement au-dessus. On va pas se mentir, pour moi, pour l'instant, en termes de puissance réelle, je mettrais quasiment Freezer au même, voire un peu plus fort que Son Goku. Il nous cache tellement de choses, Freezer, il cache tellement son potentiel que voilà. À mon avis, on va peut-être pas le voir dans cet arc, quoique j'en sais rien, mais je pense qu'il va plus être sournois dans cet arc et qu'on va pas nous le montrer à son plein potentiel. Après, je peux me tromper et j'espère voir un Freezer vraiment au maximum. Et vous avez de l'autre côté le petit combat de Sangohan et de C17 qui continue, où Toppo envoie Sangohan et C17 un peu valser dans le décor. Un peu valser dans le décor, et ce qui me fera toujours rire, c'est les dabs que Dispo met à chaque fois. Quoi. C'est trop fort, c'est vraiment lui aussi, il est au-dessus. Et en fait, ils se sont fait envoyer dans le décor parce que C17 enfin, Sangohan essayait de se synchroniser avec C17 pour faire des attaques plus réfléchies et construites. Sauf que C17 lui fait la remarque non, n'essayez pas de te coordonner avec moi, on n'a jamais combattu ensemble, ça sert à rien, au contraire, on va perdre notre avantage parce qu'on va perdre en vitesse, voilà. S'ils ont jamais combattu ensemble et qu'ils essaient de se coordonner, ils vont se regarder, ils vont chercher des ouvertures, ils vont perdre en vitesse. C'est tout à fait logique, non, ça ne marchera pas comme ça. Donc là, ce que propose C17 à Sangohan, c'est que il va créer une ouverture, il va essayer de bloquer des mouvements de Toppo, et il dit à Sangohan de les faire sortir tous les deux. C17, il avait déjà été blessé contre l'univers d'avant, je pense qu'il commence à être un peu affaibli, et il s'est dit, bon, moi si je sors et je fais sortir un ennemi, ils seront 2 contre 4. Alors là, le tournoi devrait être plié, hein, 2 contre 4, j'ai envie de dire, voilà, surtout s'il reste que Dispo et Jiren, je suis pas sûr. Il y a plus de chances de gagner avec Topo Jiren que Dispo Jiren. Quoi. Dispo, pour moi, il nous cache encore des choses, il cache vraiment son potentiel, mais je pense toujours que Topo est plus fort que Dispo. Donc, C17 se fait attraper par Topo, et là, C17 crée sa barrière autour de lui pour qu'il bloque les attaques, et vous avez Sangohan qui charge un Kamehameha. Et la technique marche pas mal. On voit un C17 qui arrive à faire tenir Dispo dans sa bulle malgré des tentatives de Dispo d'en sortir, et qui commence à faire reculer Topo et C17 vers la sortie du ring. Et là, quand Sangohan a vu que C17 commençait à se faire frapper dans sa propre boule d'énergie et qu'il allait faire sortir les deux, il s'arrête. Erreur stratégique à mon avis. On avait eu jusqu'à là un Sangohan qui était très combatif et qui était là vraiment pour la victoire. Ce que je disais, je trouve quelques incohérences. Et, euh, et là, tout d'un coup,
on a un Sangohan qui hésite et qui non veut pas faire sortir un coéquipier, même si la survie de l'univers est en jeu. Je pense que on aurait dû rester sur la lancée où Sangohan reste avec cette combativité et d'un coup là qui s'arrête. Bon bah ça fait que Dispo ne sort pas, que Topo ne sort pas, pardon. Et je pense qu'il dans la suite des épisodes il va peut-être regretter ce choix si Topo arrive à faire sortir ses 17 ou autre. Et que là ça va réveiller quelque chose en lui, qu'il va s'énerver et qu'il va réaliser que non il a plus le droit à ce genre d'erreur. Donc ouais c'était vous avez un Topo qui est vraiment au bord du ring et qui lui-même je pense qu'il a eu chaud. Je pense clairement qu'il a eu chaud. Et vous avez en parallèle le combat de Goku contre Jiren qui continue. Goku qui nous sort la technique du déplacement instantané pour essayer de se rapprocher de Jiren, le donner des coups, repartir. Et il fait des allers-retours comme ça autour de Jiren. Vous avez un Jiren statique qui bouge pas, qui prévoit un peu les coups et les déplacements de Son Goku. Et en fait, Son Goku utilise cette technique pour miner le terrain avec des petites boules d'énergie, mettre vraiment des mines pour essayer de se créer une ouverture pour pouvoir attaquer Jiren. Et là, vous voyez quand Jiren marche sur les boules d'énergie, ça fait vraiment effet mine et, euh, et tout explose. Et là, vous avez, enfin, c'était une tentative de Sangoku, mais qui s'échoue un peu. Vous avez Jiren qui saute au-dessus de toutes les mines et qui fait un saut de 200 mètres. Euh, Limite, on a l'impression qu'il vole. Après, il faut pas oublier le petit détail que pour eux, la gravité est la même que sur leur planète natale. Donc si Jiren est né sur une planète où la gravité elle était quasi inexistante, et il a une tête un peu d'alien, on va dire, et qu'il était sur un truc où limite il était en apesanteur tout le temps, oui, il peut faire des sauts de 200-300 mètres, il n'y a pas de souci. Ça fait bizarre, mais c'est pas incohérent, ça se tient. Ça se tient, on va dire, ça se tient. Et là, vous avez Sangoku qui fait la technique des Kenzan et qui lui en lance quelques-uns. Jiren les pète tous et renvoie le dernier Kenzan à Sangoku. Et s'ensuit un petit échange de coups entre Sangoku et Jiren. Et Sangoku arrive dans une posture assez délicate où Jiren charge un énorme coup de poing pour en finir à Sangoku et il le dit. Ça y est, c'est terminé. Et en fait, c'était un peu une stratégie de Goku qui avait repris la technique de Krillin quand ils se sont entraînés tous les deux. Il reprend la technique de Krillin pour découper avec un Kenzan qui était parti un peu caché pour découper tout le dessous de l'arène qui est sous Jiren. Technique qui a failli entre guillemets marcher. Quand on le regarde, on se prend au jeu, on fait non mais c'est pas possible, Sangoku, tu peux pas faire sortir Jiren tout de suite, il se passe quelque chose là. Et oui, c'était beaucoup trop facile. Après, voilà, encore quelques incohérences. J'ai envie de vous dire, vous êtes dans un tournoi pour la survie de l'univers, il fallait faire sortir Jiren. Là, qu'il était au sol comme ça, j'aurais été peut-être pas Vegeta parce qu'il était blessé. J'aurais été Sangohan ou même là Sangoku. Je vois que Jiren il est en train de tomber. Je refais un Kamehameha instantané quoi. Petit déplacement instantané, petit Kamehameha, je te relance dessous et j'en me retéléporte. Parce que là vous avez Sangoku qui réutilise la téléportation instantanée pour repartir vers Vegeta. Alors qu'on a vu dans cet arc, petite incohérence encore, dans cet arc, quelquefois Sangoku a failli se faire sortir et vous avez eu Freezer qui le ramène ou des choses comme ça, alors qu'il aurait pu juste utiliser le déplacement instantané. On sait très bien que ça ramène à côté de là un peu là où il veut. Voilà, c'est pourquoi on ne l'a sorti juste à la fin, on ne l'a pas sorti un peu plus tôt. D'accord, pour pas étaler toutes les techniques directement et pour en laisser un peu sous le pied, mais et du coup ça fait un peu incohérent qu'il l'ait pas utilisé un peu plus tôt. Et là, sans surprise, Jiren qui prend appui sur les rochers et qui remonte sur le terrain. Ça fait vraiment qu'il prend appui sur les rochers et qu'il saute, vraiment comme s'il était en apesanteur. C'est vraiment, on a l'impression qu'il est super léger, qu'il passe de rocher en rocher, que le rocher lui sert d'appui alors que le rocher est dans le vide, quoi. C'est vraiment, il a pas besoin de beaucoup d'appui ou autre
pour sauter. Et là il s'entoure de cette aura rouge quand il est un peu énervé. Et là il retraverse le champ de mine que Son Goku avait posé un peu plus tôt, mais sans chercher à esquiver quoi que ce soit. Il le traverse et il apparaît derrière l'écran de fumée d'un air de dire les gars là c'est fini, vous m'avez chauffé, ça va barder. Hein, les choses sérieuses commencent. C'était marrant 30 secondes, mais là ça commence à me casser les glamis. Là clairement, on voit que Jiren prend le combat un peu plus au sérieux et qu'on passe à un autre stade du combat. Cette aura rouge qui l'entoure, ça rappelle un peu aussi l'Ultra Instinct. Je trouve que l'Ultra Instinct de Son Goku est bleu avec une petite aura bleue autour. Et là, le rouge comme ça fait un peu penser à une forme d'Ultra Instinct. Est-ce que c'est ce qu'il a trouvé qui se cachait derrière la force? Il dit qu'il cherchait la force, enfin ce qui se cachait derrière la force. Est-ce qu'il n'aurait pas débloqué et déverrouillé cet Ultra Instinct offensif? Et c'est cette aura rouge qui nous rappelle qui nous fait comprendre que Jiren a ce côté-là, a cet ultra instinct-là, et que ses coups doivent vraiment faire mal. Il doit être peut-être un peu plus faible sur l'esquive quand c'est Sangoku ultra instinct contre Jiren avec cette forme, mais ses coups font mal. S'ensuit que Jiren fonce sur Sangoku et que Sangoku passe quelques mauvaises minutes, hein, et Jiren explose encore son pouvoir. Il augmente encore son pouvoir, et là ça me fait vraiment clairement penser à l'Ultra Instinct de Sangoku quand ça s'est réveillé avec cette lumière qui remonte vers le ciel et tout. Je pense vraiment que c'est quelque chose dans ce style-là. Après, il cherchait qu'est-ce qu'il y avait après la force, et après la force il a découvert ça. L'Ultra Instinct vraiment offensif. Après ça reste qu'une théorie. Et vous avez les Kaioshin qui sont dans le public qui dit ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas vu Jiren utiliser autant d'énergie. Et là, vous avez Jiren qui balance un coup de poing un peu à la Saitama pour ceux qui connaissent, et qui lance un rayon d'énergie à travers son poing, et qui explose la moitié de l'arène et qui effleure Sangoku. Et là, vous avez un Sangoku, pour la première fois, peut-être pas, c'est déjà arrivé une ou deux fois, je crois, il y a très longtemps, où vous avez un Sangoku qui a l'air d'avoir peur, qui se dit waouh, c'est quoi cette puissance où je suis tombé, c'est qui ce mec? Et il est tellement choqué de la puissance qui vient de se dégager de ce coup de poing qu'il repasse en mode Sangoku normal, il perd toutes ses transformations. Et je trouve ça assez symbolique de dire que quand Sangoku a peur d'un ennemi comme ça, généralement il en sort plus fort. Mais ça nous rajoute un facteur pour nous faire comprendre que ouais, Jiren est vraiment puissant. Et que la puissance de Jiren ne rigole pas. Si Sangoku d'un coup se met à avoir peur et se dit ça va peut-être pas le faire, c'est que voilà. S'ensuit que Jiren mitraille Sangoku de coups de poing. Et Sangoku le dit à Jiren, il a jamais été frappé aussi fortement, il a jamais ressenti ces coups de poing là. Et c'est pour ça que je dis que pour moi c'est une sorte d'ultra instinct offensif, c'est qu'on fait beaucoup allusion à la force. C'est vous avez on va reprendre des termes collégiales, un champ lexical de la force dans cet épisode. Et on nous le dit pas, on ne le rabâche pas autant pour rien à mon avis. À mon avis non, c'est que Jiren il a développé quelque chose. Et là vous avez Sangoku qui dit non, je vais pas abandonner même si je me mange 1000 coups et que j'en peux plus, voilà, je vais quand même me battre. Et Vegeta qui rejoint Sangoku en disant oui, on va te battre et moi je vais te battre pour avoir les Super Dragon Ball. Dragon Ball, oui, Super Dragon Ball, pardon. Et là vous avez un petit flashback de Vegeta qui se remémore un petit flashback de Vegeta qui se remémore le moment où il a fait la promesse à Kabe, si je ne m'abuse sur son prénom, où il a dit qu'il allait ressusciter tout le monde, en sachant que Kabe, sur sa planète, il y a encore les Saiyans, il y a encore l'équivalent de la planète Vegeta sur Terre. Ça touche Vegeta dans sa fierté de prince, et il se sent un peu responsable de ça, je pense. Il se sent investi d'un pouvoir, et ça pique sa fierté de se dire qu'il pourra pas réaliser une promesse qu'il a faite,
qui sera pas assez fort. Et vous avez à ce moment-là Sangoku et Vegeta qui se dit allez Jiren on y va, et qui commencent tous les deux à développer leur force, et qui passent en Super Saiyan Blue. Et vous avez Vegeta qui commence à éveiller une nouvelle forme de transformation dans l'anime. Et il a toujours en tête qu'il doit tenir la promesse qu'il a faite, il doit tenir la promesse qu'il a faite. Et il finit par avoir une forme un peu plus bleue, avec une aura un peu différente, un peu plus scintillante. On voit que niveau musculature, il a quand même changé. Et il dit, Sangoku a son ultra instinct, moi je te battrai avec ce que j'ai. Et il sort cette transformation. Alors là, les amis, ça arrive le moment où cet épisode m'a fait un peu tilter. Dans le sens où je voulais pas que dans cet arc il y avait la fusion de Son Goku et de Vegeta. J'aurais trouvé ça vraiment fan service et pas cohérent avec ce qu'il veut nous apporter. Je ne voulais pas non plus forcément, même si ça nous présentait un peu comme ça, que Vegeta développait un ultra instinct. Ça aurait été drôle d'avoir le yin et le yang avec Vegeta et Son Goku, et que chacun développe son ultra instinct. Mais comme je vous dis, le fait que pour moi Jiren a développé l'ultra instinct offensif, je voyais mal Vegeta développer l'ultra instinct offensif également, et avoir un combat Sangoku Vegeta contre Jiren. Là, il développe une autre forme à lui, entre guillemets, qu'il a acquéri parce qu'on a piqué sa fierté, parce qu'il veut pas décevoir, et pour plein d'autres raisons. Et je suis un peu déçu dans le sens où, pour moi, pour ceux qui lisent le manga, vous me donnerez votre avis, cette transformation dans le manga, elle existe depuis très longtemps. Elle existe depuis très longtemps, où Vegeta et Sangoku maîtrisent le Super Saiyan Blue avec un power-up en plus. Un Saiyan Blue contrôlé et à pleine puissance. Pour moi, là, c'est clairement cette transformation-là. C'est clairement cette transformation-là, et l'anime a voulu rattraper le manga, et nous a lancé ça, cet arc-là, voilà. Voilà, un peu comme un cheveu sur la soupe. Je trouve ça dommage, je trouve ça vraiment dommage. J'étais pour une nouvelle forme de Vegeta, mais une forme qui se différenciait un peu de celle du manga. Et pas qui nous ressorte une transformation du manga et qu'on nous la prenne comme ça. C'est ça que je trouve un peu dommage. Parce que dans le manga pour ceux qui l'ont pas lu, le combat qu'il y a eu au début, avant le tournoi contre Dispo et Sangoku, Sangoku maîtrisait déjà cette transformation du Super Saiyan Blue parfait, et l'avait utilisé contre Toppo. Et je le répète, dans le manga, Toppo avait éclaté Sangoku. Était clairement beaucoup plus fort. Donc là, qu'ils nous sortent là, bon, bah, pour moi, c'est une déception. Pour moi, c'est une petite déception. J'aurais préféré qu'ils nous amènent ça autrement. Autrement, après voilà. Bon, bah, ça fait une nouvelle transformation pour Vegeta. Il lui en fallait une aussi, et voilà. C'est pas, c'est bien d'un côté, c'est bien. Ça remet un peu Vegeta sur le devant de la scène, et ça faisait un moment que ça avait pas été fait. Et là, vous avez une image de Vegeta avec cette nouvelle forme de transformation, du Blue maîtrisé, moi je vais appeler ça. Et vous avez Sangoku en Super Saiyan Blue Kaioken qui s'avance vers Jiren. Là, vous avez quelques échanges de coups entre ces trois adversaires, où même s'ils arrivent à le toucher, Jiren arrive relativement à bloquer tous les coups de Sangoku et Vegeta. Il arrive même à les repousser. Et on voit là son aura qui a disparu, où il s'est un peu calmé. À mon avis, il est descendu en puissance. Et il est en train, encore une fois, jauger la puissance de Vegeta et Sangoku. Jiren, je le vois comme ça à chaque fois. Il jauge la puissance, il rediminue. Il s'adapte un peu à la puissance de son adversaire pour pas faire sortir d'un coup. Un peu comme Sangoku s'entraînait, entre guillemets, à se battre contre Kefla pour réveiller l'ultra instinct. Jiren, c'est comme ça. Quand vous voyez Jiren avec son aura rouge, il le reste jamais très longtemps. Très longtemps. C'est pour ça que je me dis que c'est une sorte d'ultra instinct qui maîtrise et il arrive à l'utiliser, à l'enlever,
Il sait que quand ça va lui prendre trop d'énergie, quand il faut qu'il en récupère. Cette chose-là, Sangoku arrivait pas à la faire, arrivait pas encore à la maîtriser. Et moi, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Ils arrivent quand même à toucher un peu de Jiren. Et là, tout le public se dit, mais Sangoku et Vegeta qui travaillent ensemble, ils arrivent à battre Jiren. Et Whis qui fait la remarque, qui disent, c'est le fait qu'ils se battent ensemble contre Jiren, oui, mais qu'ils n'arrivent pas à coordonner leurs mouvements. C'est pas, toi tu fais ça, moi je fais ça, c'est chacun se bat à sa manière, lance ses coups à sa manière, contre Jiren. Et ça marche. Le fait d'avoir deux personnes qui cherchent pas du tout à faire des choses en commun et qui vous frappent un peu de partout, ça doit être plus compliqué à esquiver que deux personnes qui sont synchronisées, qui vous frappent. Vous avez moins de possibilités d'anticiper ce qu'ils vont faire. Et l'épisode se termine là-dessus. L'épisode se termine là-dessus. On verra bien la suite des événements. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer. On a eu dans le petit trailer que le prochain épisode, on aura un épisode qui sera un peu divisé en deux. Une partie toujours sur le combat de Vegeta Son-Goku contre Jiren et une partie où Sangohan va se battre aussi contre Dispo avec Freezer. On verra bien ce que ça va nous réserver. Donc voilà, j'avais émis quelques petites réserves sur ces deux épisodes parce que je vois pas mal d'incohérences. Et voilà, j'avais cette petite théorie de l'ultra instinct de Jiren. Je pense que ça se tient. Je pense que ça se tient. Et comme je vous dis, j'ai quelques autres petites théories que je vais préparer là et qu'on analysera ensemble par rapport à des épisodes de DBZ. Et donc voilà, j'espère que cette nouvelle forme de review vous aura plu, que n'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé de ces deux épisodes en commentaire, si vous aussi vous avez des petites théories sur la suite des événements ou sur ce que pourrait être cette aura autour de Jiren ou autre. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mettre ce que vous avez pensé en commentaire, mettez un petit pouce bleu, et je vous dis à tous, tchuss les gens, et à bientôt pour une nouvelle review.